Première civilisation, troisième chapitre. Le titre d'aujourd'hui, c'est les Babyloniens. C'est le deuxième peuple de la civilisation ancienne de la Mésopotamie. Les Babyloniens ont dominé surtout à cette époque marquée ici, entre l'année 2000 et 1200 avant Jésus-Christ, avant d'être remplacés par d'autres peuples qui les domineront à leur tour. Alors, on saute le premier, mise en situation, on passe directement au deuxième mot-clé, les Sémites. Donc, les Babyloniens sont une population d'origine sémite, c'est-à-dire que ces peuples nomades qui deviennent des clans de plus en plus grands, de plus en plus forts, un de ces clans, c'était les Sémites. Et de ces clans-là ont eu origine plusieurs peuples anciens, dont un de ceux-ci, ce sont les Babyloniens, mais les Hébreux aussi étaient d'origine sémite. Donc les Babyloniens anciens et les Hébreux avaient une langue similaire parce qu'ils avaient la même origine. Or, ce terme-là, aujourd'hui, est encore utilisé comme synonyme d'un peuple actuel. Lequel? Qui est capable de me le dire? Qui sont les Sémites? On dit les Sémites, le sémitisme, l'antisémitisme. Zaïd. Les Juifs. Les Juifs, d'accord? Parce que leur origine est sémite. Donc, il y avait aussi comme une sorte de parenté avec les Babyloniens. Babyloniens, on les appelle comme ça du nom de la ville qui était leur capitale. Mais la région au centre de la Mésopotamie qu'ils habitaient, c'était l'Acadie. Et aux autres, c'était des Acadiens. Alors que je me suis demandé si cette ancienne Acadie avait quelque chose à voir avec cette partie du Canada qui s'appelle l'Acadie, les Acadiens. Si à l'époque de la Nouvelle-France, c'était inspiré de ceci. Il semble que non, je ne l'ai pas trouvé, celui-là. Pour le moment, je dirais que c'est un pur hasard, d'accord, pour les appeler les Acadiens. Vous savez qui sont les Acadiens du Canada? Non. Les Canadiens. Ils sont des Canadiens, mais avec un trait spécifique. Les Acadiens, ce sont les francophones, d'accord, les communautés francophones, donc descendants des anciens colons français, qui résident aujourd'hui au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. D'accord? L'Acadie, c'est l'ensemble de cette communauté. Dans la Nouvelle-France, l'Acadie, c'était tout ce qui est aujourd'hui, ce sont les provinces maritimes. Mais ça n'a rien à voir avec les Babyloniens. D'accord? Or que Babylone, c'est une ville qui était érigée à côté du fleuve de l'Euphrate. Et comme nous savons, à un moment donné, les Babyloniens ont soumis les Sumériens, mais ils ont pratiquement tout appris des Sumériens, toute leur organisation sociale. Excusez-moi de vous déranger dans les classes. Voici les messages du jour. Le prochain mot-clé, Hammurabi, devenu roi en 1793 avant Jésus-Christ. Hammurabi est sans doute le roi le plus remarquable de cette époque des Babyloniens. Un roi qui a fait de grandes conquêtes, un roi qui a réorganisé la structure architecturale de la ville. Et surtout, il est fameux pour le code de loi qui porte son nom, le code d'Hammurabi. Or que pendant longtemps, il était considéré le code de loi le plus ancien, tant qu'on ne trouve un autre encore plus ancien qui était des Sumériens. Mais c'est le premier code de loi qui est complet. L'autre, de 2100 avant Jésus-Christ, n'est pas complet. D'accord? Ok. Par le code d'Hammurabi, nous pouvons obtenir beaucoup d'informations sur la ville et sur l'organisation sociale de Babylone.
Sur la ville, on a déjà discuté sur ceci, non? On a déjà fait une analyse on sait qu'il y avait beaucoup d'animaux, donc les gens étaient des petits éleveurs, il y avait beaucoup d'édifices sacrés, qu'il y avait des canaux, les gens pouvaient se déplacer en barque. Mais on voit aussi comment cette société-là était organisée. Or que le code d'Hammurabi utilise une compréhension de la justice qui est basée sur la vengeance. La justice est une forme de vengeance. Ça l'était pour toutes les sociétés anciennes. C'est notre instinct primordial. Quand on subit un tort, on est vraiment enragé, on veut causer le même tort aux autres. C'est la vengeance. Une chance c'est qu'aujourd'hui on a élaboré d'autres systèmes pour se faire justice, pour obtenir la justice. Même si une justice absolue n'existe pas, d'accord, il y a toujours quelque chose de très limité. Mais la vengeance que Hammurabi utilise dans son code est une vengeance limitée, d'accord, et déjà un pas en avance. Pourquoi? Parce que la vengeance pure, c'est une spirale, c'est une chaîne de causes et effets, d'accord, un cercle vicieux qui amène à des conséquences de plus en plus graves. Par exemple, supposons que j'ai une chicane, une bataille avec quelqu'un, je lui donne un coup de poing et bang, je lui casse une dent, il crache une dent. Bien. Il veut se venger. Alors il s'organise, lui et ses frères et ses enfants viennent me prendre et ils m'arrachent 2 dents. Puis je m'organise à mon tour avec tous mes amis, je vais le voir et je vais lui arracher toutes les dents, tout son dentier, d'accord? Toute sa dentition plutôt. Et il va se faire un dentier. Et puis ça continue, jusqu'à temps qu'on est tous morts, d'accord? Ou un autre exemple, d'accord, je me bats avec lui, je donne un coup de poing dans l'œil, et il a un œil crevé, il ne voit plus. Alors, il s'organise avec ses enfants et ses frères, il vient me voir, et zang, il va me crever 2 yeux. Moi, je suis resté aveugle, mais j'arrive à m'organiser avec tous mes amis, mes enfants et mes frères, et je vais lui crever 3 yeux. 2 à lui, 1 à son fils. D'accord? Et j'ai fait ma vengeance jusqu'à temps qu'on sera tous aveugles de sa famille et de ma famille. D'accord? Alors, vous comprenez que la vengeance a des effets vraiment catastrophiques. D'accord? Alors que les anciens, les sages anciens, ont dit, juste, correct, il faut se venger. Mais il faut que la vengeance soit limitée aux dommages que tu as subis. Alors qu'ils ont dit, dent pour dent, œil pour œil. Si quelqu'un t'a cassé une dent, on va lui arracher une dent. Pas toute la dentition, une dent, et ça s'arrête là. Œil pour œil, si quelqu'un t'a crevé un œil, on va lui crever un œil, à lui aussi, un œil, pas toute pas les 2 yeux, d'accord, comprenez-vous? Or que ce type de sens de justice, de vengeance limitée, s'appelle la loi du talion. Talion. Un peu, ça vient du latin, c'est un peu comme l'expression telle quelle. D'accord? Que le même tort que tu as subi, l'autre va le subir. Pareil. Et un autre principe qu'on a établi, c'est que cette vengeance, la justice, c'est pas que tu te l'as fait toi-même, mais que ça serait l'autorité de la ville qui va envoyer ses guerriers et ils vont te faire justice, ce qui est nécessaire. Donc, la loi d'Hammurabi, le code d'Hammurabi, on voit, utilise ce sens de justice qui est la loi du talion. On la retrouve aussi dans d'autres sociétés, entre autres dans la Bible aussi. C'est de la Bible qui vient l'expression œil pour œil, dent pour dent. C'était l'ancienne loi des Juifs établie par Moïse. Donc d'autres peuples utilisaient le même, pas le même code, mais le même sens
la même façon de faire cette justice limitée. C'était de la vengeance, mais un avancement par rapport à la vengeance cruelle et brutale, parce que c'est une vengeance limitée et contrôlée. Une autre chose que le code d'Hammurabi nous fait voir, c'est qu'à Babylone, au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, les hommes ne sont pas égaux. Un des principes fondamentaux que nous avons aujourd'hui, c'est que devant la loi, nous sommes tous égaux. D'accord? La loi tient compte de nos fonctions, si quelqu'un est policier, si quelqu'un est administrateur, etc. Mais la loi, c'est égal pour tous. Or que ce n'était pas pareil dans le code d'Hammurabi, et ce n'était pas la même chose, on verra, dans les sociétés et dans les civilisations anciennes. En particulier à Babylone, il y avait 3 catégories d'humains. Il y avait les hommes libres, qui avaient tous les droits. Il y avait une autre catégorie de personnes qu'on considérait les employés, qui comptaient moins. Et puis, comme une catégorie de personnes, d'êtres humains qui n'étaient pas considérés personnes, c'était les esclaves. Les esclaves, on les considérait comme les animaux. C'était une propriété, comme on peut être propriétaire d'un cheval, d'un bœuf. On était propriétaire des esclaves et on les considérait comme une sorte d'animaux qui parlaient. D'accord? Alors que dans la loi d'Hammurabi, on voit que si je crève un œil à un homme libre, on me crèvera un œil, tel quel. Si je crève un œil à un employé, il faudra que je lui donne de l'argent, mais je garde mon œil. Si je tue un esclave, il faudra que je paye le propriétaire de l'esclave pour la valeur de l'esclave. Il faut que je donne à son propriétaire le prix de l'esclave. Comme si, par exemple, je cause un accident et je tue le cheval de quelqu'un et je lui rembourse la valeur du cheval. D'accord? Donc, ceci, c'était le code d'Hammurabi. Je vais prendre 3 questions, pas plus. Alexander. Je n'ai pas compris la première catégorie de personnes. Les hommes libres, les employés et les esclaves. Ramanuj. Vous avez dit que c'était une vengeance limitée. Oui. La loi du talion, c'est une justice basée sur la vengeance limitée. Zaïd, dernière question. Pour les employés, est-ce que c'est les muscléums? Oui, ce sont les muskénomes, ceux que dans notre manuel on appelle les muskénomes. Parce qu'en effet, le terme employé, ce n'est pas un terme exact. Leur condition, ce n'était pas celle d'un employé d'aujourd'hui qui a un contrat, d'accord, un accord verbal ou écrit avec son employeur. C'était vraiment un statut social. Donc on n'a pas un nom dans notre langue. On utilise le muskénome, qui c'était leur nom, ou bien on utilise employé, mais qui a évidemment une autre fonction. Société prospère. Prochain mot-clé, la société prospère. Babylone est une ville riche. Et la plupart des habitants de la région de Babylone, de l'Acadie, ce sont des agriculteurs et des petits éleveurs. D'accord, ils ont quelques animaux comme des cochons, des chiens, des bœufs, et comme on a vu dans le code d'Hammurabi. Mais il y a aussi certains qui sont des grands éleveurs, des gens qui possèdent des troupeaux de moutons avec des centaines et des centaines d'animaux. Et ces grands éleveurs sont semi-nomades, c'est-à-dire qu'ils se déplacent souvent pour aller là où il y a des terres de pâturage. Surtout en Mésopotamie, l'été est très sec, donc il n'y a plus l'herbe pour nourrir les moutons. Il faudra qu'ils aillent à la montagne pendant l'été pour revenir dans la vallée pendant l'hiver. Donc, la société des Babyloniens est une société où les classes sociales sont libres. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le fils d'un agriculteur pourra devenir, par exemple, un artisan. Le fils d'un artisan pourra devenir un scribe. Le fils d'un scribe pourra devenir éleveur.
Donc les changes peuvent changer de métier, peuvent changer leur fonction dans la société. On verra que dans d'autres sociétés de l'Antiquité, ce n'était pas le cas. Donc ce n'est pas partout pareil. Et les femmes, par rapport aux autres sociétés de l'Antiquité, on verra le rôle des femmes en Grèce qui était très limité. Ici, les femmes sont libres. Elles peuvent faire les mêmes choses que les hommes font. Elles peuvent avoir des propriétés, elles peuvent exercer un commerce, elles peuvent avoir la fonction très réputée des scribes ou des prêtresses. Je vais prendre deux questions. A few. Parle fort. Est-ce que vous pouvez redire ce que vous aviez dit? Quoi exactement? Nathalie. Les hommes libres, ça veut dire qu'ils ne travaillent pas. Non. Ils travaillent, mais ils sont les propriétaires. Ils ont un statut social le plus important. D'accord? Oui, ils sont les chefs. D'accord? Quelque part. Et my son. Donc, si on tue un esclave, il faudra payer le propriétaire. De l'esclave, oui. Okay. Les associations professionnelles. C'est la première fois qu'on retrouve cette réalité. Les artisans qui font comme une sorte de corporation, qui se mettent ensemble pour défendre leurs droits, mais aussi pour garantir aux clients une bonne qualité du produit. D'accord? Les actions professionnelles s'organisent pour donner la formation aux apprentis, pour reconnaître quand un apprenti devient professionnel. Les associations professionnelles veulent garantir une bonne qualité des produits aux clients. Si un client s'est plaint du travail de l'artisan, par exemple du charpentier qui a mal fait le toit de sa maison, d'accord, il peut aller voir les responsables de l'association professionnelle qui peuvent intervenir pour dédommager le client insatisfait. Or que ces associations professionnelles étaient faites de plusieurs types d'artisans, qu'on voit, qu'on trouve. Je vais les nommer, c'est une liste, c'est pas grave si vous en manquez quelques-uns. Les charpentiers, les menuisiers, les brasseurs, les tisserands, les bouchers, les forgerons. Monsieur, j'en ai manqué un. Ok, je le répète. Les charpentiers, les menuisiers, les brasseurs, les tisserands, les bouchers, les forgerons. Ces associations professionnelles avaient aussi des inspecteurs qui allaient voir la qualité du travail des membres de leur association. À côté de ceci, il y avait aussi beaucoup de marchands, sociétés riches, beaucoup d'échanges commerciaux. Ne l'oublions pas, c'est par le commerce qu'il y a aussi les échanges d'informations, des technologies de l'époque. Et ce sont les marchands qui font évoluer les moyens de transport. Ils vont avoir des chariots de plus en plus perfectionnés et des bateaux de plus en plus perfectionnés. Dernier mot-clé d'aujourd'hui, 1260, qui est la base du système numérique des Babyloniens. On l'a déjà mentionné. Ils utilisaient un système sur la base de 60 parce que ce chiffre est facilement fractionnable. En effet, il est divisible par 1, par 2, par 3, par 4, par 5, par 6, par 10, par 12, par 15 et par 60. Il y a beaucoup de diviseurs. Donc, dans l'Antiquité, on n'utilisait pas beaucoup les pourcentages, on utilisait les fractions. Donc, c'était plus facile à utiliser. D'accord? Ce système numérique élaboré par les Babyloniens
et déjà les Sumériens utilisaient, que les Babyloniens ont développé davantage, est arrivé dans certains systèmes jusqu'à nous. Quels sont les systèmes que la base 12 est arrivé jusqu'à nous? Simon. Le système horaire. En effet, nous avons 12 heures dans l'avant-midi, 12 heures dans l'après-midi, 60 minutes, 60 secondes, voyez-vous. Génération après génération, civilisation après civilisation, ce système est arrivé jusqu'à nous. Pendant la Révolution française, ils ont essayé de mettre en place un système horaire basé sur le 10 et sur les 100. Mais le vieux système était tellement enraciné que ces révolutionnaires-là ont perdu le pouvoir quelques années plus tard, ils sont revenus au système traditionnel. D'accord? Même si c'est complexe. Hein? C'est complexe. Par exemple, si je dis 4 heures, c'est combien de minutes? 240. D'accord? Ça serait plus facile si on pouvait dire 400. Là, il faut faire un calcul. Mais ce sont des calculs qu'on fait tellement souvent qu'on y arrive assez facilement. Et les Babyloniens ont mis en place un calendrier. Les Babyloniens, on attribue aux Babyloniens l'invention du cadran solaire. C'est-à-dire, une fois qu'on a établi un système de calcul du temps, il faut trouver un outil qui nous dit l'heure à laquelle on est. Les cadrans solaires, vous savez, c'est un objet qui, grâce à son ombre, nous montre le mouvement du soleil. Et par les fractions de ce mouvement, les fractions, comment dire, par les angles que l'ombre d'un objet fait, on peut calculer l'heure. Et ici, alors que je vous lance un défi, d'accord, un travail facultatif, que ça serait, pas de faire aujourd'hui, en ce moment, un travail que vous pouvez faire à la maison, que vous pouvez me montrer d'ici le 1er décembre. 1er décembre, c'est le terme. Le défi, c'est de construire un cadran solaire portatif. D'accord? Et vous n'êtes pas obligé, ceux qui le font pourront obtenir des points bonus. Jusqu'à 5. Jusqu'à 5. D'accord? C'est peut-être 1 point, 2 points, 3 points, 1 point demi. D'accord? Rarement j'arrive à 5. Mais quelques points qui rentrent vraiment dans la note du bulletin. Ok? D'accord. Et j'arrête ici, puis je vous donne un peu plus d'informations.